Ceux qui sont familiers avec le concept de bonnes pratiques de fabrication actuelle, BPF, découvriront que les principes et les objectifs des bonnes pratiques de laboratoire, BPL, sont tout à fait analogues. Ils doivent assurer une cohérence de qualité. Premier, grâce à l'adoption et à l'application de procédures efficaces, et deuxième, la tenue de registres complets et précis. Là où les deux disciplines diffèrent, c'est dans le degré auquel elles sont spécifiques dans leurs exigences et l'échelle sur laquelle elles sont appliquées. Où les bonnes pratiques de fabrication actuelles, BPF, concernent le processus de fabrication à grande échelle et en termes relativement généraux, les bonnes pratiques de laboratoire, BPL, prescrivent des principes et des procédures uniquement dans leur propre domaine. Vous pourriez penser qu'à cause de cela, le GLP risque d'être limité à une gamme très restreinte d'applications. Mais cela dépend de comment vous définissez le terme laboratoire. Principalement, bien sûr, la définition est une salle ou une zone dédiée à la réalisation d'expériences, de tests et de recherches dans les sciences naturelles. Cependant, il peut y avoir une définition plus large. Si nous considérons l'opération de fabrication d'une entreprise comme un fournisseur de services pour les départements de vente et de marketing, alors il n'est qu'un petit pas pour voir que le travail du laboratoire peut être défini comme la fourniture de tous les services scientifiques et techniques à l'opération de fabrication. Dans le cadre des BPL, le laboratoire comprend tous les petits sites d'essais éloignés du laboratoire principal, y compris les zones où le produit est testé et accepté ou rejeté et mis en quarantaine. Cela signifie que la définition historique étroite de la fonction pour effectuer un test ou une expérience ne couvre pas les différentes opérations qui peuvent et sont intégrées dans le fonctionnement plus large du laboratoire d'aujourd'hui. Dans un contexte plus large, une définition supplémentaire est que le laboratoire est là pour agir en tant qu'agent pour vérifier, quantifier, valider, enregistrer et rapporter les actions entreprises par tous les autres départements de l'organisation de fabrication. Tout au long de ce programme, les définitions alternatives sont abordées. Il y a trois principes qui sous-tendent le fonctionnement d'une bonne pratique de laboratoire. Ils sont l'honnêteté, la précision et la diligence. L'honnêteté, dans ce contexte, n'est pas un terme juridique. C'est plutôt lié à une approche rigoureuse du travail. Donc les tâches sont effectuées au fur et à mesure qu'elles sont requises et que les résultats sont enregistrés et rapportés dans leur intégralité exactement tels qu'ils sont, sans ajustement ou embellissement. Le deuxième principe, la précision. Il va sans dire que si les gens ne sont pas précis dans ce qu'ils font, beaucoup de travail pourrait être gaspillé, tant dans le laboratoire qu'au sein d'autres départements. La diligence, le troisième principe, est le ciment qui lie l'honnêteté et la précision ensemble. C'est cette attitude de sollicitude que nous nous devons à nous-mêmes si nous voulons être fiers de ce que nous faisons. De plus, il y a le principe fondamental selon lequel chaque activité doit être validée pour garantir qu'elle atteint le résultat prévu. Dans ce contexte, il est essentiel qu'il y ait une procédure d'investigation pour évaluer les résultats des tests analytiques par rapport aux spécifications et aux critères d'acceptation. En pratique, les principes de GLP sont incarnés dans les SOP ou procédures opératoires standards, qui sont des instructions écrites étape par étape pour effectuer des tâches. Le but des SOP est d'assurer la cohérence et d'éliminer les variations dues à l'erreur humaine. Il est donc essentiel qu'ils soient suivis en tout temps. Les SOP couvrent tous les aspects du travail en laboratoire. Dès l'arrivée des matières entrantes, en passant par l'acceptation ou le rejet pour mise en quarantaine des matières et produits finis, jusqu'au nettoyage et à la surveillance de l'environnement. Dans certains cas, par exemple, lors de la manipulation de certaines matières premières en vrac et de composants d'emballage, il peut être possible qu'une procédure opératoire standard générale définisse la technique et la fréquence d'échantillonnage. Cependant, dans de nombreux cas, voire la plupart du temps, des procédures spécifiques sont nécessaires pour des matériaux individuels. Par exemple,
les substances devant être incorporées dans les produits parentéraux, en tenant compte des implications de permettre à un lot de qualité inférieure d'entrer dans le processus de production, nécessiteront des tests microbiologiques approfondis. Les SOP tiennent compte de cela et décrivent des méthodes d'échantillonnage spécifiées. À l'autre extrémité de l'échelle pourrait se trouver quelque chose utilisé pour contrôler un processus de mise en comprimé tel que le test de dureté qui sera soumis à la procédure opératoire standard générale. Tout matériel ou produit entrant ou sortant du processus de fabrication aura certaines caractéristiques. La spécification sera définie précisément et selon des limites strictes. Tous les matériaux et produits doivent donc être testés pour garantir que les limites de spécification ne sont pas dépassées. Les procédures standardisées couvrant cet aspect du travail de laboratoire décrivent exactement comment le matériel ou le produit doit être testé. De la taille et de la nature de l'échantillon à prélever, aux techniques chimiques et ou physiques exactes à employer. Cela comprend les détails de toutes les exigences analytiques en termes de réactifs à utiliser, la concentration des solutions à utiliser et les moyens et méthodes d'enregistrement des résultats. Il est essentiel pour maintenir la cohérence que chaque lot soit testé exactement de la même manière. Le SOP définit quels tests doivent être effectués et chaque étape du processus. Ce n'est que lorsque chaque étape a été réalisée exactement selon les instructions du SOP que le lot peut être validé ou rejeté en toute confiance. Les tests décrits dans les SOP nécessiteront l'utilisation d'éléments spécifiques d'équipement ou d'appareils. De toute évidence, pour que le test soit précis à chaque fois, toute machine, outil, jauge ou autre appareil de laboratoire doit être entretenu, vérifié et calibré. Encore une fois, il y a une procédure opérationnelle standard pour chacun de ces éléments d'équipement. Ces procédures opératoires standards indiquent le processus à suivre pour garantir que l'appareil concerné fournira des résultats précis et répétables. Ils décrivent les moyens par lesquels l'équipement est calibré avant tout programme de test et la méthode d'opération pendant le processus. Après avoir terminé le test ou l'expérience, le matériel entrant ou le produit sortant sera soit accepté soit rejeté et mis en quarantaine. Il existe bien sûr une procédure standard qui décrit les étapes à suivre après avoir accepté ou rejeté pour quarantaine soit le matériel entrant, soit le produit sortant. Le potentiel de désastre si le bon devait être mélangé avec le mauvais ne peut pas être exagéré. Cette procédure précisera l'étendue et la nature de la documentation à compléter, le moyen de transport si le matériel doit être déplacé, et le lieu précis où il doit être stocké en attente d'élimination, de recyclage ou de destruction. Il devrait y avoir une procédure opératoire standard qui traite de la logistique et détaille non seulement la marche à suivre suite aux tests et analyses, mais aussi les étapes à suivre tout au long du séjour du matériel dans l'usine de fabrication. La procédure opératoire standard mettra en place des méthodes de chargement et de déchargement, des lieux de stockage, des moyens de stockage, des méthodes de transport à l'intérieur de l'usine, et les divers moyens par lesquels le produit ou le matériel rejeté quittera finalement l'usine. Beaucoup de cela peut sembler sans rapport avec le sujet de la bonne pratique en laboratoire, mais n'oubliez pas que la définition d'un laboratoire inclut le fait d'être le fournisseur de services techniques et scientifiques pour l'opération de fabrication. Donc son inclusion dans le SOP est valide. En fait, même un laboratoire indépendant a besoin d'une telle procédure opérationnelle standard, car quelle que soit la taille de l'installation, les matériaux entrent et sortent et doivent être stockés et récupérés pendant la période intermédiaire. La SOP pour un laboratoire plus étroitement définie peut être différente en détail, mais en termes généraux, elle sera à peu près la même. Il y a peu de pays qui n'ont pas une législation stricte sur la sécurité industrielle.
La plupart des exigences vous seront familières, mais examinons simplement certains aspects de la sécurité en laboratoire. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Que pensez-vous de celui-ci? Quel est le problème ici? Et regarde ça. Ce sont tous des scènes de laboratoire parfaitement familières. Le genre de choses que vous voyez tous les jours. Eh bien, si vous voyez ces choses tous les jours, il y a certainement place à l'amélioration. Le problème ici, comme vous l'avez sans doute remarqué, est que la bouteille dégage une vapeur inflammable. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra avant que la flamme n'allume la vapeur? Voici c'est un cas de trop de désordre. Il y a un risque que, dans le désordre et la confusion, le technicien manque quelque chose de vital qui pourrait avoir de graves conséquences ailleurs dans l'usine ou même à l'extérieur. Maintenant, si vous ne l'aviez pas vu auparavant, le câble est le problème. C'est un risque évident mais extrêmement courant. Dans le contexte d'un laboratoire, les conséquences de quelqu'un qui trébuche dessus pourraient être désastreuses. Il ne semble rien avoir de mal ici, mais le technicien manipule une substance dangereuse sans porter les vêtements de protection appropriés, des gants ou des lunettes. Ce n'est pas seulement sa sécurité qui est en jeu non plus. Ses actions peuvent également avoir des implications pour ses collègues. La plupart de ces exemples sont couverts dans la procédure opératoire standard générale pour la sécurité dans la zone de laboratoire. Cela spécifie des règles générales comme garder les passages et les sols dégagés d'obstruction, veillant à ce que les substances inflammables soient bien éloignées des flammes nues et que tous les autres dangers généraux de travail dans un environnement industriel soient compris et observés par tout le monde. Il existe également des SOP spécifiques concernant des matières dangereuses individuelles. Dans le dernier exemple, le technicien n'a pas été informé ou pire ignore les règles spécifiques concernant la manipulation de ce produit chimique particulier. S'il y a plusieurs substances dangereuses utilisées dans le laboratoire, il devrait y avoir des procédures opératoires standards pour chacune d'entre elles, détaillant comment elles doivent être utilisées et que faire si quelque chose tourne mal. Pour la sécurité de tous, il est essentiel que chacun dans le laboratoire soit parfaitement conscient des SOP qui ont une incidence sur la sécurité générale du laboratoire ainsi que de ceux qui affectent leurs propres activités. Dans cet environnement, il ne suffit pas simplement de nettoyer rapidement les choses. Dans de nombreux cas, il ne suffira pas simplement de nettoyer soigneusement les équipements. La procédure opérationnelle standard pour le nettoyage du laboratoire détaille toutes les mesures qui doivent être prises pour garantir que toutes les surfaces de travail et tout l'équipement sur celles-ci sont maintenus propres. Cela couvre les exigences générales de nettoyage pour des zones telles que les bancs et les sols, spécifie les agents de nettoyage à utiliser lors du nettoyage d'articles spécifiques en verre et les étapes précises à suivre pour stériliser ces articles où la propreté microbiologique est essentielle. Les processus réalisés dans un laboratoire sont susceptibles d'être sensibles aux conditions environnementales. Par exemple, ils peuvent être modifiés par un changement de température ou d'humidité. Dans certaines zones, la qualité de l'air est un facteur critique et l'utilisation d'armoires à flux laminaires, de bancs de nettoyage, de boîtes à gants ou de chambres d'isolation est nécessaire pour contrôler la contamination aéroportée. Ces variables doivent être surveillées. Donc, le POS stipule exactement quels paramètres doivent être mesurés et à quelle fréquence les lectures doivent être prises. La surveillance environnementale de toutes les zones de production et des processus est également effectuée par le personnel de contrôle qualité et les procédures opératoires standards identifient chacun des paramètres pour cette activité et les actions nécessaires pour corriger les paramètres qui ont été jugés hors des limites prescrites. Oui monsieur. Donc, j'ai récemment acheté un exemple de votre produit et depuis que je l'utilise, je n'ai pas pu m'asseoir. La lettre ou l'appel téléphonique que tout le monde redoute, la plainte. Ici aussi, une procédure opératoire standard détaille la manière dont le contact initial doit être géré, passant par l'enquête qui suivra jusqu'à la réponse finale,
qui peut aller d'une simple lettre rejetant ou acceptant la plainte à un programme majeur de retest ou pire, un rappel produit à grande échelle. La SOP établit exactement ce qui doit être fait, qui doit être informé, et les mesures à prendre pour garantir que l'enquête sur la cause du problème n'est en aucun cas entravée et que le problème ne se répète pas actuellement. La procédure opérationnelle standard doit insister sur l'évidence que toutes les plaintes, peu importe à quel point elles semblent triviales, doivent être prises au sérieux. Ce qui peut sembler de peu de conséquences au début peut se développer en un incident majeur suite à une investigation. Dans le rôle de prestataire de services pour les opérations de fabrication, l'une des fonctions qu'un laboratoire réalise est l'audit d'auto-inspection régulier comme requis par les BPF actuels, bonnes pratiques de fabrication. C'est un domaine où les principes de GLP et GMP sont étroitement liés. En fait, c'est généralement la responsabilité du laboratoire ou l'une de ses sections d'initier et de surveiller les audits avec la pleine participation. Bien sûr, il existe une procédure opératoire standard régissant la manière dont les audits sont réalisés, leur emplacement et leur fréquence. Les procédures opérationnelles standards ne sont pas gravées dans le marbre. Tout change et les procédures standardisées doivent changer pour refléter les conditions changeantes dans lesquelles elles s'appliquent. Pour cette raison, tous les SOP doivent être revus de temps en temps et mis à jour si nécessaire. Il y a au moins deux façons dont cela peut être entrepris. La première chose à faire est de revoir et d'adapter chaque fois qu'un changement majeur est effectué. Par exemple, lorsqu'une méthode d'analyse passe de classique à instrumentale. La deuxième consiste à revoir régulièrement, que ce soit trimestriellement, annuellement, semestriellement, ou à l'intervalle jugé approprié. L'avantage de l'examen régulier est que de petits changements, tels que l'ajout d'un nouveau fournisseur, seront absorbés et accommodés. L'inconvénient est que les changements majeurs doivent attendre la prochaine revue avant de pouvoir être mis en œuvre. Pour cette raison, la plupart des entreprises préfèrent faire une revue après toute modification majeure du mode de travail. Cependant, c'est une exigence CGMP que tous les documents et procédures soient revus et tenus à jour régulièrement et généralement une combinaison des deux méthodes est adoptée. Si les procédures opérationnelles standards, SOP, sont l'un des piliers sur lesquels repose la GLP, les enregistrements en sont l'autre. Les dossiers doivent être complets, précis et exhaustifs. Il se peut qu'à tout moment, il soit nécessaire de remonter le fil d'un processus pour découvrir ce qui, le cas échéant, s'est passé hors de l'ordinaire. Pour cette raison, il faut tenir des registres de tout ce qui se passe dans le laboratoire et de ses activités. Cela doit inclure, bien sûr, les matériaux entrants et sortants, les résultats des essais, la confirmation que le nettoyage a été effectué comme stipulé dans le SOP, et toute action qui entraîne un changement doit être enregistrée. Le numéro de lot et l'identité du lot. C'est le seul moyen par lequel il peut être différencié de tout autre lot. Il est donc crucial que le numéro de lot soit toujours enregistré en étroite association avec les résultats de tout test ou autre processus de laboratoire. L'omission d'enregistrer le numéro de lot avec les résultats de l'essai est une grave négligence car en cas de quelconque question, il serait impossible d'identifier quel lot a donné quel résultat. Dans le laboratoire, il est évident qu'il ne peut y avoir de quantités inconnues. La taille d'un échantillon par exemple est la première donnée à être acquise dans tout processus. Il est impossible de savoir combien de réactifs utiliser sans connaître la taille de l'échantillon et impossible d'exprimer les résultats de manière pertinente. Par exemple,
il est clairement impossible de calculer un pourcentage lorsque la mesure de base par rapport à laquelle le pourcentage doit être exprimé est inconnue. Le SOP spécifie la taille de l'échantillon et la méthode analytique à utiliser. Il est important de respecter la spécification et de noter le fait qu'elle a été suivie. Cela permettra à d'autres de voir que le travail a été honnêtement accompli et de s'assurer que les résultats sont exprimés de manière significative. Tous les résultats doivent être enregistrés. Cela peut sembler évident, mais parfois il est facile de penser que parce que le résultat est si loin de la plage spécifiée qu'il doit être erroné et ne devrait donc pas être enregistré. Un résultat inattendu peut être dû à une erreur de lecture, mais il peut aussi être le premier signe d'un problème en développement dans le processus de fabrication. Il est essentiel que tous les résultats, peu importe leur étrangeté, soient enregistrés dans le style et l'endroit approprié. Les petites aberrations doivent être enregistrées avec autant de diligence que les grandes variations. Il se peut qu'un petit changement, apparemment insignifiant, dans le résultat normalement attendu soit un indicateur d'un problème en développement qui ne pourrait être reconnu que lorsqu'il est combiné avec d'autres petits signes ailleurs dans l'opération de fabrication. Naturellement, les mêmes disciplines s'appliquent dans un laboratoire indépendant comme dans le secteur manufacturier. Dans les deux cas, il est important que les résultats soient soigneusement enregistrés afin que toute tendance puisse être identifiée tôt et que des mesures de rectification soient mises en mouvement. Des exemples pourraient être les résultats microbiologiques sur une matière première ou un produit fini, ou peut-être les mesures de la composition d'un comprimé. Dans les deux cas, un petit changement dans les résultats pourrait être un indicateur d'un changement dans la qualité du matériel ou dans la précision du processus. Tous les opérateurs et équipements nécessitent une maintenance pendant leur durée de vie normale de fonctionnement. Cela inclut l'entretien régulier qui garantit son fonctionnement sans accroc, ainsi que l'étalonnage et les ajustements qui doivent être effectués sur une base régulière. Ces tâches doivent être enregistrées dès qu'elles se produisent, y compris ce qui a été exactement fait et quand, et si une attention supplémentaire est nécessaire. Ces enregistrements sont importants car, comme pour l'enregistrement des résultats de tests, ils montrent souvent des tendances avant qu'elles ne deviennent de graves problèmes. Une panne récurrente dans une machine ou un appareil pourrait être le signe d'une panne majeure imminente. De même, avec des machines et d'autres éléments d'équipement. Si la qualité doit être maintenue, il est essentiel que le personnel du laboratoire s'assure que l'équipement qu'ils utilisent est 100% adapté à son but. Ainsi, l'appareil doit être calibré à intervalles réguliers. Une fois de plus, les enregistrements exacts de ce qui a été fait, quand, et les résultats obtenus peuvent être des indicateurs importants de l'aptitude à l'usage à long terme de tout article individuel. Les enregistrements des résultats fournissent également un graphique permanent des performances d'un article particulier. Cela peut être important par exemple lorsqu'une question se pose sur le fait qu'un équipement fonctionnait dans ses tolérances spécifiées à un moment donné. Les données d'étalonnage montreront l'écart à une date donnée et la période pendant laquelle il s'est développé. De même, l'analyse des registres montrera si un équipement était la cause d'un écart par rapport aux normes habituelles ou non. Chaque élément d'équipement doit comporter une étiquette indiquant qui a effectué l'étalonnage et quand le prochain est prévu. Les conditions environnementales dans le laboratoire et dans l'ensemble de l'installation de fabrication associée sont essentielles à la qualité de pratiquement tous les processus. Donc, il est vital de maintenir des registres précis de la surveillance environnementale. Ces enregistrements peuvent inclure les températures dans les zones de stockage, la contamination microbiologique dans les zones de fabrication, ou les températures dans les laboratoires eux-mêmes, en particulier près des instruments sensibles. Le SOP spécifie chaque paramètre et les registres doivent démontrer qu'il n'y a eu aucun compromis sur la sécurité du produit et, par extension, dans le contexte pharmaceutique, sur la sécurité du patient suite à la violation de leurs limites établies par l'un de ces facteurs.
les normes de qualité des entreprises peuvent souvent être jugées par le nombre de plaintes reçues. Des enregistrements et des dossiers très complets doivent être conservés, détaillant chaque étape de la procédure de plainte. De la réception de la première lettre ou de l'appel téléphonique initial, en passant par la réponse immédiate et l'enquête de suivi, jusqu'à la résolution finale du problème et les mesures correctives prises. Le dossier devrait également inclure un résumé de chaque plainte mettant en évidence les faits saillants pour ceux qui ont besoin d'absorber rapidement les détails de l'affaire. Si une répétition de l'analyse originale ou un rappel de produit s'avère nécessaire, les registres détaillés sont le point de départ essentiel. Le lot concerné doit être identifié ainsi que toute machine qui pourrait être impliquée. Les mesures prises pour rappeler le produit doivent être détaillées ainsi que la réponse à ce rappel. Et tout aussi important, le registre doit également montrer quelles mesures ont été prises pour garantir que le problème ne se reproduise pas. Pour les audits d'auto-inspection GMP, les dossiers doivent montrer la nature de l'audit, les dates auxquelles il a été effectué et le résultat. Toute non-conformité doit être détaillée et des notes doivent être prises concernant l'action corrective à entreprendre ainsi que la personne ou le département responsable de la mise en œuvre de cette action. Le CGMP est si fondamental et profondément concerné par la qualité des activités d'une entreprise que les détails d'un audit doivent être soigneusement, précisément et objectivement enregistrés sans se soucier des personnalités impliquées. Un rapport inexact viole les principes des BPL et conduira presque inévitablement à des défaillances de qualité potentiellement graves par la suite. Pour le laboratoire agissant en tant qu'agent pour une opération de fabrication, le livre de bord du produit fini est l'un des enregistrements les plus importants de tous. C'est le registre qui montre l'historique de production et le statut de chaque produit, le numéro de lot approprié et sa disposition. La traçabilité est l'élément clé de tout système de gestion de qualité et c'est certainement le cas sous les protocoles BPF et BPL. C'est pourquoi il est essentiel de savoir où chaque lot peut être trouvé à tout moment pendant son temps dans l'usine jusqu'à ce qu'il quitte les locaux de l'entreprise lors de sa mise sur le marché. Les enregistrements ont peu de valeur à moins qu'ils ne puissent être récupérés lorsque nécessaire. Ils doivent être correctement indexés et stockés pour une récupération rapide parfois plusieurs années plus tard. Les autorités réglementaires sont strictes sur le sujet des dossiers pour les produits médicinaux. Normalement, ils doivent être conservés pendant un minimum de 5 ans. En réalité, certains produits ont une durée de conservation de 5 ans et il est probable que la plupart des entreprises prolongeront cette période au-delà du minimum légal, de sorte que les enregistrements finiront par être conservés pendant des périodes substantielles. Un espace de stockage physique énorme est nécessaire pour garder des copies papier des dossiers appropriés pour tous les produits, processus et équipements, potentiellement jusqu'à 10 ans. De nos jours, il existe, bien sûr, plusieurs façons de gérer un si grand volume de dossiers, bien que probablement la plus courante reste encore de stocker les dossiers papier originaux dans un système de classement physique. Une alternative est le système où les documents papier sont photographiés sur un film microfiche. Un inconvénient du microfiche est qu'il est chronophage et donc coûteux et, malgré ses avantages de stockage par rapport au papier, il s'agit probablement d'un système de stockage de données provisoire durant le transfert vers le stockage de données électroniques, les ordinateurs. Pour ces entreprises disposant d'un système sans papier validé, il existe l'option de transfert direct d'informations vers des systèmes de stockage de masse informatisés, qu'il s'agisse de disquettes classiques, de CD-ROM ou de disques durs de capacité de plus en plus grande et à l'avenir, qui sait quoi. Les avantages des supports de stockage informatique ou photographique sont que, à condition que les originaux aient des sauvegardes qui sont stockées en toute sécurité et séparément, il y a des doublons disponibles au cas où les originaux seraient perdus ou détruits. Avec des registres papier, la sécurité de l'information est toujours menacée par les dommages causés par le feu ou l'eau. La perte peut être totale, sauf bien sûr, si des photocopies étaient prises de manière routinière et qu'un deuxième lieu de stockage à distance était fourni.
Alors, qu'est-ce que la bonne pratique de laboratoire? Passons en revue. GLP est un concept qui englobe une série de principes, procédures et registres. Ensemble, ils garantissent que les résultats émis ou les instructions données par le laboratoire à tout département interne ou externe sont précis et exacts. C'est cette concentration sur la précision de l'activité qui sous-tend le concept pour atteindre et maintenir les normes de qualité les plus élevées. Cela nécessite, en premier lieu, que les tâches soient accomplies avec la plus grande discipline. Et ici, la discipline signifie être scrupuleusement honnête dans la communication des résultats et dans l'achèvement des procédures prescrites. Cela signifie être précis à tout moment, être diligent, prêter attention à chaque détail et ne rien laisser au hasard. Cela signifie que chaque personne connaîtra et suivra les procédures opérationnelles standards pour chaque tâche, même si parfois les exigences du SOP semblent lourdes et que les raccourcis sont bien connus après avoir fait la même chose de nombreuses fois auparavant. N'oubliez pas que le but de chaque instruction et de chaque partie d'une procédure est de maintenir la qualité. Des registres complets et rigoureusement précis doivent être tenus et soigneusement indexés et stockés. Les registres ne servent à rien s'ils ne peuvent pas être récupérés. En bref, GLP signifie faire le travail du mieux que vous pouvez, ne rien prendre pour acquis et être toujours prêt à justifier vos conclusions en utilisant des procédures de test validées qui évaluent les résultats par rapport aux spécifications et aux critères d'acceptation.